Bonjour, Amis. Alors, Pensée hors les murs est de retour pour vous servir, comme d'habitude, quelques rigolades philosophiques avec une binouse. Parce que Pensée hors les murs, c'est des choses sérieuses un peu, mais c'est aussi le prétexte de boire un bon canon, une bonne binouse, puis des fois même peut-être un petit whisky en cachette. Mais donc, pourquoi Rossini? Pourquoi Rossini? Pourquoi la joie de Rossini? Donc déjà, je peux vous donner un indice. C'est que Rossini, il est de 4 ans le cadet du philosophe que nous allons étudier aujourd'hui. Et, autre indice, par rapport au philosophe que nous allons étudier aujourd'hui, Rossini, c'est vraiment un gars joyeux, plein d'espérance, plein de vie. D'ailleurs, ça se sent dans sa musique, dans ses tournes d'eau aussi. Je ne sais pas si vous en avez mangé, mais je vous le conseille chaudement. Donc j'imagine que vous l'avez deviné, puisque nous, aujourd'hui, on ne va pas travailler sur Rossini, ni sur Guillaume Tell, que vous venez d'écouter avec l'extraordinaire ténor Nikolai Gueda, que je vous encourage à aller écouter immédiatement, si vous ne le connaissez pas. Nous, on va travailler sur un philosophe que je qualifierais d'atrabilaire, de misogyne, de xénophobe, de misanthrope, d'homophobe, plein de choses sympathiques, donc j'imagine que vous avez deviné que c'est Arthur Schopenhauer. C'est notre grand gagnant de ce soir, Arthur. Arthur qui a inspiré, bien entendu, partiellement Nietzsche, quand il était jeune surtout, qui a inspiré énormément Maupassant. Et là, je dois dire que je trouve que c'est dans Maupassant. D'ailleurs, Maupassant a écrit une nouvelle sur Schopenhauer mort, qui s'appelle Auprès d'un mort. C'est une espèce de fantasmagorie où Maupassant, avec un de ses amis, veille Schopenhauer qui vient de mourir. C'est extraordinaire. Mais Maupassant est vraiment, moi je trouve, alors là, c'est vraiment un auteur, l'auteur, à mon avis, qui a capté totalement la philosophie de Schopenhauer dans la littérature et qui est arrivé à toutes les nouvelles de Maupassant, tous ses romans, Une vie, par exemple, c'est des romans qui sont Schopenhaueriens réellement. Il y a quelque chose de pessimiste, d'absurde. C'est vraiment génial. Moi, j'adore Maupassant. Donc la nouvelle, elle est là-dedans. Je ne sais pas si vous y voyez avec ces lumières de merde, c'est pas grave. Donc c'est Maupassant, Le Horla et autres récits fantastiques, mais j'imagine que vous connaissez tout ça. Ok, donc aujourd'hui ça va être notre cher Arthur avec un texte que vous connaissez peut-être aussi. Il s'agit de la métaphysique de l'amour sexuel. Je ne sais pas si on voit. Hop, hop. Mais de toute façon, c'est pas grave. Donc c'est ça. Moi je vais vous parler de ce texte de Schopenhauer. Ça va me permettre de vous parler aussi de Schopenhauer d'une façon un peu plus générale, notamment dans l'introduction. C'est un auteur sur lequel j'ai travaillé à titre personnel il y a quelques années. Hein. J'avais écrit quelques trucs dessus. Et puis je me suis dit, ce serait une occasion de partager dans cette espèce de lancée que je me suis donné un petit peu, de partager ça avec vous. Donc, allons-y. Donc, je vais commencer mon introduction avec une citation. Donc, bien entendu, tirée du maître ouvrage de Schopenhauer qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation. Die Welt als Wille und Vorstellung. Donc, la citation en question est la suivante. Je cite, « L'homme est un instinct sexuel qui a pris corps », fin de citation. Donc c'est dans Le monde comme volonté et comme représentation, au chapitre 42, qui s'intitule Vie de l'espèce, page 1265 de la traduction Burdeau, qui a été revue, que j'utilise, mais que j'utilise des fois en la modifiant, parce que des fois Burdeau hallucine totalement. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais il y a des fois c'est tellement évident qu'il fait n'importe quoi qu'on est obligé de le corriger. Mais on a aussi une édition beaucoup mieux, beaucoup meilleure, qui a été faite en 2009 par Christian Sommer, Vincent Stanek et Marianne Dautré, donc chez Gallimard, collection Folio Essai en 2 volumes. Je ne l'ai pas ici, parce que le Burdeau est plus pratique, puis comme je suis germaniste, disons que si jamais je veux vraiment aller fouiner, je vais fouiner tranquillement. Donc oui, étant comme qui dirait germaniste, j'ai utilisé à côté de Burdeau, bien entendu, le texte allemand de l'édition Hoffmann-Taschenbourg, Arthur Schopenhauers Werk in 5 Bänden, Band 2, Die Welt als Wille und Vorstellung, zweiter Band.
Donc, voilà, voilà. Alors, la métaphysique de l'amour constitue le 44e chapitre des suppléments qui viennent compléter, préciser, accentuer les vues exposées dans les 4 livres du monde comme volonté et comme représentation. Donc, notons que l'ouvrage est paru en 1818. Schopenhauer prépara une deuxième édition en 1844, puis une troisième en 1859. La proximité temporelle de Schopenhauer avec Fichte, Schelling et Hegel ne doit pas nous faire oublier que notre auteur s'est toujours plus que vigoureusement appliqué à critiquer les théories de ces 3 philosophes, qu'il n'hésite pas d'ailleurs à qualifier de charlatans, et même pour Hegel, je pense qu'il le qualifie quelque part dans le monde, je pense que c'est au début, comme le Caliban de la philosophie, donc en référence au personnage de Shakespeare. Comme vous le savez, très sympathique, personnage de la tempête. Et donc je pense que par exemple pour Schopenhauer, on peut dire que lui c'est certain que quand il a appris la mort de Hegel, il a dû faire la fête. Je pense que c'est assez évident. Donc le chapitre est consacré à l'amour sexuel, Geschlechtsliebe. C'est un supplément au 4e livre du monde. Donc 4e livre, parce qu'en fait ce 4e livre est intitulé, je cite, Le monde comme volonté, second point de vue, arrivant à se connaître elle-même, la volonté de vivre s'affirme puis se nie. Fin de citation. Donc les 4 livres, donc il y a 4 livres, 4 grands livres dans le monde, et les 4 livres sont des points de vue, Betrachtungen, différents sur une thèse unique. Donc les entrées dans le système sont multiples, et le concept d'amour constitue une entrée possible, comme pourrait constituer une entrée possible, par exemple, le concept d'art. Donc, ce 4e livre offre un dernier regard sur ce que Schopenhauer appelle son, je cite, unique pensée, fin de citation, einziger Gedanke, à savoir que le monde se polarise autour de 2 axes, la volonté, Wille, et la représentation, Vorstellung, soumise au principe quadripartite de raison suffisante. On s'entend que c'est la représentation qui est soumise au principe de raison suffisante et pas la volonté, bien entendu. Donc, pour comprendre un peu Schopenhauer, la volonté est l'instance métaphysique ultime, suprême, première, elle est omni-englobante et domine tout. Même les forces de la nature lui sont soumises. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, citation, une idée concernant les forces de la nature, donc il la verra, donc on parle de la volonté, dans la force qui fait croître et végéter la plante et cristalliser le minéral, qui dirige l'aiguille aimantée vers le nord. Fin de citation, donc Le Monde, page 152. Donc il faut noter qu'en fait, en plus d'être cause au sens métaphysique du terme, la volonté est cause au sens cosmologique du terme, cause organisatrice. Donc, même les forces de la nature lui sont soumises, ce qui nous indique que la volonté peut être, dans son sens originel, qualifiée d'instinctive et d'inconsciente. Elle ne devient consciente d'elle-même que dans l'homme et dans la connaissance qu'il a de son vouloir. Tragique, toujours. Hein. Parce que, on reviendra sur le pessimisme de Schopenhauer, mais c'était quelqu'un qui rigolait pas du tout. Hein. Il rigolait méchamment, sarcastique. Donc, mais cette conscience, de toute façon, de notre vouloir n'est jamais que partielle. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Dans le monde, tout est volonté, d'où le qualificatif parfois de pantélisme appliqué au système. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce d'aspect systématique de la pensée de Schopenhauer. Donc ça, il faudrait l'éclairer par le livre qui précède Le Monde, c'est-à-dire de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Mais là, ça nous amènerait trop loin. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la volonté cause en l'homme la représentation. Ça, c'est très important à noter. Hein. Donc, on a affaire ici à un idéalisme, seul système philosophique possible pour Schopenhauer, idéalisme auquel Schopenhauer, du fait de son admiration pour Kant, tenait beaucoup. Donc, lui, en fait, Schopenhauer, il se veut le continuateur audacieux de Kant, et il reprend à son compte notamment la distinction kantienne entre phénomène et chose en soi. Donc, pour cette distinction, je vous ramène à la critique de la raison pure, analytique transcendantale, livre 2, chapitre 3. Et Schopenhauer applique cette distinction à la volonté, qui est la chose en soi, donc Ding an sich, et à la représentation, phénomène, Erscheinung. Mais, grosse différence avec Kant, c'est qu'ici le phénomène peut être une illusion, ce que Kant refusait. Donc, autre point majeur de divergence avec Kant, l'aspect causal de la volonté, c'est elle qui cause la représentation via le principe de raison suffisante et ses différentes formes. Or, nous savons que Kant refusait obstinément, et avec raison, d'attribuer à la chose en soi un pouvoir causal sur notre capacité réceptive. Donc, toutes ces petites nuances, il faut les avoir à l'esprit.
Donc, la volonté cause la représentation, c'est-à-dire l'apparaître du monde dans l'acte perceptif du sujet. Elle est le lien entre le sujet percevant et l'objet perçu. Je cite, « Le monde est ma représentation », fin de citation, page 25. Donc, page 25, ça renvoie toujours au monde. Le système de Schopenhauer peut donc à proprement parler être qualifié de métaphysique, puisqu'il repose sur un premier principe transcendant. Donc le but du chapitre que nous allons étudier est de montrer comment la volonté, ou ce que l'auteur appelle le vouloir vivre, Wille zu leben, donc attention, les deux concepts ne sont pas équivalents, c'est-à-dire la volonté et le vouloir vivre, c'est pas exactement la même chose. Le vouloir vivre, c'est une objectivation, une individuation de la volonté dans le domaine du vivant, et à ce titre, il est finalisé, ou du moins donne-t-il l'impression, en donne-t-il l'impression, c'est ça, il faut bien noter ça. Alors que contrairement, la volonté, il y a un paradoxe là finalement, c'est que le vouloir vivre, on dirait qu'il est finalisé, il donne l'impression d'être finalisé, alors que la volonté ne veut rien. Je cite, c'est étrange, mais c'est ça, donc je cite, « L'absence de tout but et de toute limite est en fait essentielle à la volonté en soi. » Fin de citation, page 215. Donc c'est ça qui est très étrange. Il faut arriver à comprendre. Donc, comment la volonté manifestée, qui se manifeste là pour le coup dans la forme du vouloir vivre, parvient à se manifester, à s'exprimer dans le phénomène humain de l'amour sexuel de façon presque complètement inconsciente, et ce afin de perpétuer l'espèce Gattung humaine. Donc sur cet aspect inconscient, il y a des liens qui ont été reconnus par Freud lui-même entre le système de Schopenhauer et l'hypothèse de l'inconscient, donc il y a des liens, mais il faut noter aussi que Freud lisait très très peu les philosophes, mais Schopenhauer en tout cas fait partie de ceux qu'il a bien lus. Donc Freud qui disait donc Schopenhauer donc qui est un des rares philosophes que Freud ait lu, et Freud disait de Schopenhauer, d'éminents philosophes peuvent être cités pour devancier, avant tout autre, le grand penseur Schopenhauer. Donc ça c'est dans Une difficulté de la psychanalyse. C'est un article qu'on trouve dans les Essais de psychanalyse appliquée, page 147 de l'édition Gallimard de 1973. Donc le titre retenu par Schopenhauer, Métaphysique de l'amour, Métaphysique der Geschlechtsliebe, s'explique comme suit. Il s'agit de montrer que la cause de l'amour est métaphysique, c'est-à-dire hors du domaine de l'expérience sensible, car cette cause, c'est la volonté qui s'exprime en nous. L'amour est une illusion dans laquelle l'homme, pensant travailler à son bien propre, travaille en fait pour l'espèce. Ce texte, que l'auteur considérait comme son bijou, est étroitement lié au chapitre nommé, je cite, « De la mort et de ses rapports avec l'indestructibilité de notre être en soi ». Ça, c'est un chapitre qui se situe dans Le Monde, page 1203-1259. Donc c'est un chapitre qui vise à montrer par une distinction fine entre vie, Leben et existence, Dasein, que dans la mort, seule notre vie est supprimée, pas notre existence, et encore moins celle de l'espèce. Très important. L'espèce est éternelle. L'amour est donc une illusion, ruse de l'espèce en vue de sa perpétuation, et cela vient renforcer le caractère pessimiste de la pensée de Schopenhauer en intégrant au règne de la volonté le phénomène humain qui semblait justement pouvoir offrir une porte de sortie hors de l'absurdité de l'existence. Pas de chance. Thèse audacieuse et révolutionnaire puisqu'elle dépouille l'amour de tous les attributs positifs que lui avait prêtés une tradition philosophique assez chargée et de toute façon la culture occidentale en général. Et comme le signale avec pertinence le regretté et le très regretté Clément Rosset à la fin de son ouvrage Schopenhauer, philosophe de l'absurde, je cite, « Il ne faut pas compter sur le philosophe pour trouver des raisons de vivre ». Page 107. À l'époque où Schopenhauer écrit, c'est une idée quand même qui est assez nouvelle, et de la même façon, la thèse que développe Schopenhauer sur l'absurdité des passions est très intéressante. Il n'y a derrière chaque passion rien d'autre que le vouloir vivre, elles sont une façon qu'a la volonté de s'objectiver en l'homme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, comme le texte est quand même assez long, je vais le découper, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo d'1h30 qui va abrutir tout le monde, y compris moi, puis de toute façon, 1h30, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? 1h30, il aurait fallu que je me mette une perfusion, mais bon, c'est un peu... je voudrais choquer personne. Donc j'ai découpé le texte en 3, je pense que je vais faire la première partie ce soir, et puis les deux suivantes, je vais les faire pour une seconde vidéo. Donc la première partie, ça va être analyse et énoncé de la thèse, l'amour comme manifestation du vouloir vivre. La seconde partie,
les effets de l'amour et comment ils viennent éclairer d'un jour nouveau la doctrine générale de Schopenhauer. Enfin, la troisième partie, le problème de l'homosexualité et intégration de ce phénomène dans l'ensemble du système. Donc là, il faut noter évidemment, bien entendu, que les vues de Schopenhauer sur l'homosexualité sont sont d'un autre âge. Bon, il était bon, mais il était très con sur certains points de vue. Mais bon, à cette époque-là, on n'avait pas encore toutes les, on était en retard sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans. C'est comme ça. Alors je commence. Première partie, la ruse de l'espèce. C'est d'abord l'universalité et la force de l'amour sexuel qui vont être les premiers objets de l'analyse. Donc dans le monde, tout ou presque nous parle de l'amour, ou ne parlerait, le monde, on pourrait dire même, ne parle presque que d'amour, paradoxalement. Donc ne s'invite-t-il pas dans toute la littérature, les tragédies, les comédies, les romans? Donc je cite, on a coutume de voir les poètes, dit Dichter, et cela depuis des siècles. Donc c'est ça, c'est pour dire qu'en fait, depuis des siècles, les poètes chantent l'amour, chantent les chagrins, etc., liés à l'amour, etc., etc. Donc Schopenhauer de mentionner ce que l'on pourrait appeler des archétypes de la littérature amoureuse, comme Werther ou Roméo et Juliette. À chaque fois, on voit que de toute façon, on est dans le tragique. Mais plus que cela, l'amour ne s'invite-t-il pas continuellement dans notre quotidien, comme en témoignent les articles que nous pouvons lire dans la presse, à propos par exemple des crimes passionnels. La force de la passion peut conduire au meurtre et, je cite, plus grand encore est le nombre de ceux que cette même passion conduit aux maisons d'aliénés. Irrenhaus. Fin de citation, page 1286. Donc, Schopenhauer utilise ici le champ lexical de l'expérience, Erfahrung, et des faits. Il s'agit ici d'expliquer le phénomène ô combien humain, un phénomène ô combien humain, peut-être même seulement humain. L'auteur part de l'expérience pour remonter à son principe explicatif, un principe, comme nous le notions plus haut, qui est métaphysique. Paradoxalement, malgré cette universalité de fait, l'amour reste un concept que les philosophes ont généralement ignoré, ou à propos duquel ils se sont tout simplement trompés. Là, il faut bien noter que Schopenhauer est quand même pas mal à côté de la plaque, puisque l'amour, je veux dire, si on prend juste la tradition grecque d'Empédocle jusqu'à Plotin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment négligé, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que s'ils ne l'ont pas négligé, ils se sont trompés. Donc, comment se fait-il, je cite, qu'une passion qui joue dans la vie humaine un rôle de premier ordre n'ait pas encore été prise en considération par les philosophes et soit restée jusqu'ici comme une terre inexplorée, unbearbeiteter Stoff, fin de citation, page 1287. Donc là, comme je le notais tout à l'heure, l'avis de Schopenhauer sur la question est quand même discutable. Je veux dire, il fait une espèce de petite recension, mais il cite Platon, mais mis à part Platon, la recension est très incomplète. Spinoza est cité de façon presque anecdotique, et puis surtout quand on sait que la période qui précède Schopenhauer a vu tout simplement exploser le nombre de discours sur les passions et sur l'amour, et même chose d'ailleurs pour la sexualité, qui commence en fait à devenir un concept. Donc un concept bien, qui s'origine dans la médecine, mais enfin, donc, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui se passe. D'ailleurs, au sujet des passions, pendant cette période, je vous renverrai un livre qui est excellent, qui s'appelle Les passions à l'âge classique, qui a été dirigé par Pierre-François Moreau, et c'est sorti en 2006. Donc, il semblerait donc que Schopenhauer se conçoive comme un innovateur, et ce, dans un double registre. Il donne la première analyse réellement philosophique du concept d'amour, et d'autre part, le fond de cette analyse est radicalement nouveau. Ça, c'est quand même assez vrai. Je cite, « Toute passion, Verliebtheit, en effet, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel, Geschlechtstrieb, ou même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, individualisé. » Fin de citation, page 1287. C'est là la thèse centrale du chapitre, autour de laquelle va s'articuler, se déployer et se construire toute l'argumentation. Aussi, sans trop anticiper, nous pouvons dire qu'ici, il faut comprendre que tout instinct sexuel est une manifestation, une objectivation du vouloir vivre dans l'individu saisi par la passion. Gardons aussi à l'esprit, très important, que le but de Schopenhauer est d'intégrer le phénomène de l'amour dans l'économie générale de son système. L'amour produit en l'individu des effets, il est cause motrice, cause d'un changement qui peut parfois être subi ou inattendu, je cite, « D'un honnête homme, il peut faire un coquin sans conscience », page 1288. Qui d'entre nous n'a pas eu cette expérience de devenir un coquin sans conscience
attiré par une coquine inconsciente. Je veux dire, on est tous passés par là dans notre adolescence, mais même bien plus tard. Moi, j'ai été un coquin sans conscience pendant des années et des années. Mais j'avais pas l'impression que j'étais abusé par le vouloir vivre, mais c'était ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, l'amour tire en quelque sorte l'humanité hors de son inertie quotidienne, change les habitudes et transforme les êtres au gré des rencontres, et ce, à tous les niveaux de la société. Omniprésent, presque tout-puissant, il est, je cite, le plus énergique, stärkste und tätigste de tous les ressorts, fin de citation, page 1288, ainsi que, je cite, le but final, letzte Ziel, de presque tous les efforts des hommes. Fin de citation, même page. Mais il y a là un autre paradoxe. En effet, pourquoi une passion, somme toute assez banale, peut-elle avoir des effets aussi puissants sur les individus? Comment et pourquoi la passion amoureuse peut-elle à ce point transformer l'essence d'un être en être aimant, en amoureux, qui finalement n'est plus que cela? La littérature en regorge de ce genre d'exemple. En somme, il s'agit tout simplement, je cite, pour chacun de trouver sa chacune. Même page. Mais en fait, il est question ici de bien autre chose. Je cite, le but dernier de toute intrigue d'amour, qu'elle se joue en brodequin ou en cothurne, est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine. Ce qui se décide là, c'est bel et bien la composition de la génération future, die Zusammensetzung der nächsten Generation. Fin de citation, page 1288. Donc, die Zusammensetzung der nächsten Generation, c'est souligné par Schopenhauer. Hein. Pas l'oublier, parce que ça, c'est quand même le centre de gravité. Donc, dans l'amour, ce n'est rien moins que la continuation de l'espèce et par là même celle du vouloir vivre qui est en jeu. Très important. Nous pourrions ici introduire, certes de façon un peu anachronique, la distinction freudienne entre contenu manifeste et contenu latent. Donc, le contenu manifeste étant ici la passion qui s'individualise dans cet être devenu mon centre de gravité, mon amour, le contenu latent pouvant être pensé comme la parole de l'espèce en moi, parole inaudible, brouillée, imperspective, proprement inconsciente, mais bien efficiente. L'amour est donc bien une ruse de l'espèce dont nous allons voir qu'elle se joue des individus et qu'elle les leur. Il va donc s'instaurer une disproportion qui s'aggravera entre l'espèce et l'individu, ou plutôt entre la volonté de l'espèce, Wille der Gattung, et la volonté de l'individu, Wille der Einzelnen. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que dans la pensée de Schopenhauer, l'espèce est une idée au sens platonicien du terme. Donc, je cite, la seule objectivité immédiate de la volonté, c'est ça, c'est en fait, l'idée, c'est la seule objectivité immédiate de la volonté. Donc ça, c'est dans le monde, page 227. Et en fait, il y a trois idées dans le système, les forces, les espèces et les caractères intelligibles. Et l'espèce tirera son éternité, donc là on parle de l'espèce humaine, on s'entend, l'espèce humaine tirera son éternité de la répétition de son type dans les générations humaines. D'où l'importance capitale du leurre que constitue l'amour. L'amour est un leurre efficace et effectif pour le vouloir vivre. Donc il faudra à l'espèce un instrument pour ruser de façon plus efficace. Ce rôle sera dévolu à l'instinct sexuel, Geschlechtstrieb. Je cite, car la nature a besoin d'un stratagems, pour arriver à ses fins. Zwecken, page 1291. Et ce stratagème fonctionne de façon optimale, car ce que les hommes sont prêts à faire pour satisfaire leur passion est proprement incroyable. Ça, nous aussi, on a tous expérimenté ça. D'aller d'un endroit à l'autre, enfin bon, des choses comme ça. Moi, j'ai fait ça plein de fois. Hein. Déménager pour une fille, Donc, ça, c'est des choses, c'est très amusant. Pour satisfaire leur passion est proprement incroyable. Pensant travailler à leur bonheur et leur bien propre, ils travaillent en fait pour l'espèce. Pas de chance. Le bonheur, si tant est que l'amour puisse nous y conduire, est un leurre, car, je cite, l'inclination croissante de deux amants, c'est déjà au fond le vouloir vivre du nouvel individu, der Lebenswille des neuen Individuums, qu'ils peuvent et voudraient procréer. Fin de citation. Et, je recite, ce qui enfin attire si fortement et si exclusivement l'un vers l'autre deux individus de sexe différents, c'est le vouloir vivre de toute l'espèce qui par anticipation s'objective de façon conforme à ses vues. Fin de citation, page 1290-1291. L'amour est donc un processus hautement finalisé, processus dont la fin dépasse les individus,
mais aussi processus inverse de ce qu'il était par exemple chez Platon dans le banquet, où Eros nous amène par l'entretien, par une dialectique dans laquelle je ne vais pas rentrer, je vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais j'ai un texte là-dessus que je vous lirai, donc où Eros amène en fait l'individu par le jeu réglé de la dialectique à s'élever. Ici, il n'y a pas de dialectique, et au lieu d'avoir une élévation, nous avons en fait une descente de la volonté qui vient s'objectiver et en quelque sorte s'incarner. Donc Schopenhauer poursuit son argumentation en faisant remarquer que, je cite, « cet être tiendra du père la volonté ou le caractère, de la mère l'intelligence, de tous deux sa constitution corporelle ». Fin de citation, page 1291. Comme nous allons le voir, ces considérations physiologiques auront leur importance, elles auront même une importance capitale, un peu plus loin dans le texte. Donc il faut noter d'emblée que Schopenhauer se sentait très proche des idées de Cabanis et de Bichat en ce qui concerne la physiologie, mais ça nous allons y revenir. Par contre, ni Lamarck, parce que Lamarck n'avait pas lu Kant, ni Darwin, parce qu'il ne faisait que varier sur le thème du transformisme, ne trouveront grâce aux yeux de Schopenhauer. Donc Lamarck, on l'évacue parce qu'il n'est pas kantien, et Darwin, on l'évacue parce qu'en fait, il brode sur le transformisme de Lamarck, donc ce qui est un peu réducteur quand même de la part de Schopenhauer. Donc, parce qu'en fait, le système du monde exclut presque complètement toute possibilité de transformisme et rejette totalement l'évolutionnisme, en partie pour des raisons métaphysiques sur lesquelles nous reviendrons. Donc l'individu naît en fait au moment, donc l'individu c'est-à-dire le bébé, on pourrait dire, le bébé virtuel, naît en fait au moment où les futurs parents commencent à s'aimer, sur le mode, je cite, d'une idée platonicienne. Fin de citation. Idée qui porte en elle une tendance à l'existence, un véritable conatus. La passion qui anime les futurs parents peut être pensée comme la tendance qu'a l'idée de l'être à venir de passer à l'acte, de s'inscrire dans la matérialité et de s'incorporer. L'amour-passion connaît des degrés, Schopenhauer en distingue au moins deux, et il emprunte cette distinction à la culture grecque classique. Il s'agit de la dualité déjà analysée par Platon, dans le banquet 181e, 182a, c'est Pausanias qui fait cette distinction capitale. Donc la distinction entre l'aphrodite ouranienne et l'aphrodite pandémienne. Donc pour l'auteur, il s'agit de la façon dont la passion s'exprime. Ce sont deux facettes d'une même force conçues du point de vue de l'esprit et du point de vue du corps. Et ce n'est que quand les deux points de vue se réunissent dans le même être que l'adéquation est complète. Je cite, « Telle est donc l'essence, zèle », donc là on voit les faiblesses de la traduction de Burdeau quand même, on pourrait plutôt dire « quelle est donc l'âme », je ne sais pas pourquoi il a traduit ça par l'essence, mais bon. « Telle est donc l'essence de ce qui s'appelle proprement une grande passion, großen Leidenschaft. Plus sera parfaite cette convenance réciproque entre deux individus, c'est-à-dire plus l'amour ouranien et l'amour pandémien vont arriver à se mêler l'un l'autre entre deux individus sous tous les rapports, plus forte sera aussi leur passion mutuelle. » Fin de citation, dans Le Monde, page 1292. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans la lecture que Schopenhauer fait de ce texte de Platon, je laisse ça à Jérôme qui doit déjà être en train de s'en occuper. Donc ça après, Schopenhauer a les idées qu'il a, je m'en excuse par avance. Donc étudions à présent la façon dont la volonté de l'espèce travaille en nous, quels moyens utilise-t-elle, comment fonctionne-t-elle? L'égoïsme est, avec la pitié, au fondement de la morale schopenhauerienne, c'est le, je cite, caractère de toute individualité, fin de citation, page 1293. C'est en jouant avec l'égoïsme des individus que la nature va pouvoir atteindre ses fins, je cite, si bien que c'est pour l'espèce qu'il, donc l'individu, travaille quand il s'imagine travailler pour lui-même, fin de citation, même page. La nature va donc devoir user d'un leurre et d'une illusion, et, je cite, cette illusion, c'est l'instinct. Dieser Wahn ist der Instinct. Fin de citation. L'instinct est donc défini comme le sens de l'espèce, Sinn der Gattung, fin de citation, c'est-à-dire ce par quoi la nature se manifeste en l'homme, ce par quoi elle se signifie. C'est l'instinct qui est proprement cosmotrice, connecté à l'espèce, il est l'aspect causal de la volonté en tant qu'elle s'individualise. Il existe qu'elle s'objective en s'individualisant. Il existe donc ici un instinct proprement humain, qui n'est donc plus l'apanage des seuls animaux. Donc, parce qu'on se souvient que Kant distinguait avec soin l'instinct toujours animal et la raison proprement humaine, notamment dans les fondements de la métaphysique des mœurs à la première section. Donc, je cite Schopenhauer, en réalité, nous avons un instinct très déterminé, bestimmten, très net et même très compliqué, celui qui nous guide dans le choix si délicat de notre individu pour la satisfaction du besoin sexuel.
Fin de citation, page 1294. Donc, en l'homme, l'instinct est l'instance qui choisit. Donc là, sur ce choisir, on va y revenir, parce qu'en fait, l'instinct ne délibère pas, mais il est entre la délibération et la spontanéité, c'est compliqué. Donc, en l'homme, l'instinct est l'instance qui choisit en fonction de certains critères bien déterminés que Schopenhauer va analyser plus loin. Notons toutefois que la beauté et le plaisir jouent un rôle important dans ce choix. Donc il faut noter, là, enfin je vais y revenir après, la beauté est liée au type de l'espèce, typus der Gattung, plus un individu est beau, plus il se rapproche du type dans sa pureté, mais le plaisir est un leurre physiologique, l'acte sexuel ne profite qu'à l'espèce. Donc je reviens sur l'instinct. Donc quand je disais que l'instinct choisit, en fait c'est pas exactement ça, en fait l'instinct agit en l'homme de façon inconsciente, il ne fait qu'un avec sa finalité et n'a pas besoin de se la représenter comme dans un choix rationnel. Donc l'instinct est non réflexif, mais il opère quand même comme une espèce de tri. On ne peut pas appeler nécessairement une délibération ou un choix, mais il y a quand même une espèce de crible. Donc je cite, « Partout, en effet, l'instinct agit comme en vue d'une certaine fin, Zweckbegriff, et cependant sans se la proposer. » Fin de citation, page 1295. Commun aux êtres humains et aux animaux qu'ils déterminent presque entièrement pour des raisons physiologiques, l'instinct est plus déterminé chez la femme que chez l'homme. Il est lié par exemple au fait d'être enceinte et de pouvoir ressentir les besoins du fœtus, etc., etc. Ce qui fait que, je cite, « la femme a par conséquent un instinct de plus que l'homme ». Fin de citation, page 1297. Donc tout dans le processus amoureux, dans le processus de la passion, est finalisé, tourné uniquement vers l'enfant à procréer. L'instinct de la femme enceinte a pour finalité exclusive le bien-être de l'enfant qui vient, mais ça, c'est évident. Je veux dire, il s'agit juste de regarder autour de soi, il ne s'agit pas de faire de grosses déductions pour s'apercevoir de cette réalité. Donc Schopenhauer va continuer son propos et le ponctuer par une série de remarques que nous pourrions qualifier de comportementales, et la thèse est assez simple. Donc l'homme est infidèle par nature puisqu'il peut procréer un nombre considérable d'enfants, par exemple en une année, alors que la femme, dans le même laps de temps, n'a pas la même capacité à enfanter. Donc là, nous voyons ici commencer à se dessiner finalement la misogynie de Schopenhauer, qui consiste en quelque sorte à justifier l'infidélité de l'homme en s'appuyant sur les réquisites de la nature et sur le fait que dans cette infidélité, c'est tout simplement, encore une fois, la volonté de l'espèce qui agit. Donc là, ce qu'il faut noter, c'est que la misogynie de Schopenhauer tient en partie à des raisons familiales, personnelles, mais aussi à des raisons métaphysiques. En effet, n'est-ce pas la femme qui, en son sein, porte la vie, c'est-à-dire la condition de possibilité de la perpétuation du vouloir vivre. Or, le vouloir vivre doit être nié. Donc, il soit ici question d'aller contre la vie par le suicide, mais si on devait se poser la question d'un point de vue schopenhauerien, le stade ultime auquel parviendrait l'humanité éclairée chez Schopenhauer serait dans la décision, en fait, de ne plus avoir d'enfants et de laisser en quelque sorte l'espèce s'éteindre d'elle-même, ce qu'on devrait d'ailleurs faire. Je vous le dis clairement, ce qu'on devrait faire, parce que vu l'humanité dans laquelle on navigue en ce moment, je pense que là, pour le coup, c'est Schopenhauer qui a raison. D'où le caractère négatif de l'amour, et puis dans certains textes, l'auteur se fait aussi le défenseur de la polygamie, donc bon, c'est ça. Mais oui, moi, on devrait être Schopenhauerien, on devrait arrêter de se reproduire. Mais bon, on continue, puis même nous, on continue. C'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par contre, et d'une manière amusante, l'infidélité de la femme, qui est contre nature, ne peut qu'être inexcusable. Donc, je cite, « Ainsi donc, la fidélité conjugale, tout artificielle chez l'homme, est naturelle chez la femme. L'adultère de la femme, au point de vue objectif, en tant que contraire à la nature, est bien plus impardonnable que celui de l'homme. » Fin de citation, page 1298. Bon. Le troisième moment de cette première partie va être consacré à l'analyse détaillée des considérations, Rücksichten, qui guident l'instinct dans son opération sélective. Elles sont de plusieurs types, donc ça c'est important. Elles sont donc considérations qui guident l'instinct dans son opération sélective. C'est-à-dire que l'instinct n'est pas aveugle. L'instinct vise son objet, mais il a quand même une espèce de... Il vise quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas d'objet, il n'a pas exactement un objet, mais il a en fait une espèce de finalité, clairement. Donc, considérations qui guident l'instinct dans son opération sélective. Elles sont de plusieurs types et elles sont absolues ou relatives. Et il est important de garder à l'esprit qu'elles sont chacune une manifestation du vouloir vivre. Elles, je cite, concernent directement le type de l'espèce, c'est-à-dire la beauté,
D'autres ont trait aux qualités psychiques, il en est d'autres enfin toutes relatives, qui proviennent de la nécessité de corriger ou de neutraliser, correction oder neutralisation, les unes par les autres, les imperfections et les anomalies des deux individus. C'est à la page 1298. Donc, quelles sont précisément ces considérations qui guident l'instinct dans son efficacité, dans son effectivité sélective? Donc, l'auteur commence par celles qui sont absolues et physiques. Elles guident l'homme dans le choix de la femme. Dans un premier temps, c'est la considération de l'âge qui va intervenir. L'homme portera son choix, bien entendu, sur une femme dont l'âge est inclus dans la période qui va des débuts de la menstruation à la ménopause. En second lieu va intervenir la santé, der Gesundheit, ce qui va presque de soi. La troisième considération repose sur ce que Schopenhauer appelle, je cite, la charpente osseuse, das Squelett. Elle est, je cite, la base du type de l'espèce. Fin de citation. Et de la proportion par laquelle les hommes sont attirés. De belles dents, signes de bonne santé, sont aussi importantes. En quatrième lieu vient, je cite, la plénitude des chairs, Fülle des Fleisches, fin de citation, page 1299, donc plénitude qui assurera au fœtus une abondante nourriture, et cette plénitude se doit d'être bien proportionnée pour rester attirante. Attention, pas de blague. En dernier lieu vient, je cite, die Schönheit des Gesicht, fin de citation, c'est-à-dire la beauté du visage, à laquelle s'ajoute d'une manière plus particulière la beauté des yeux, du front, etc., etc. Donc ici, il est encore question de proportion. Parce qu'il ne faut pas oublier que le type de l'espèce, en tant qu'idée, représente une certaine moyenne, et que les extrêmes doivent être évités absolument, bien entendu. Donc Schopenhauer va être par contre beaucoup plus vague concernant les considérations qui guident la femme vers l'homme. 3 éléments seulement sont évoqués, donc il y a toujours une désymétrie dans la présentation de Schopenhauer, il y a toujours beaucoup plus d'éléments liés au masculin qu'au féminin. Donc 3 éléments sont évoqués seulement concernant les critères de l'instinct féminin. L'âge, donc entre 30 et 35 ans, dommage pour moi. La force et le courage. Notons que le courage n'est pas à proprement parler une qualité physique. Passons maintenant à la deuxième sorte de considération qui concerne, je cite, les qualités psychiques, psychischen Eigenschaften. Fin de citation, page 1301. Donc Schopenhauer mêle ici les remarques concernant les hommes et les femmes. Donc les femmes seront attirées par les qualités viriles, volonté, décision, loyauté, bonté de cœur. Elles ignoreront par contre les qualités intellectuelles parce qu'elles sont transmises par la mère. Chacun va chercher en fait en l'autre ce qu'il ne peut lui-même amener ou ce qui va lui manquer. Je cite, les qualités intellectuelles Vorzüge, au contraire, n'exercent sur elles, donc sur les femmes, aucun pouvoir direct et instinctif parce que le père n'en est pas la source. Fin de citation, même page. Du côté de l'homme, les qualités intellectuelles donc, qui viennent de la mère vont avoir une importance plus accusée. Cependant, la beauté, parce qu'elle a un effet immédiat, peut déterminer le choix. On trouve donc ici une asymétrie assez marquée entre les hommes et les femmes, chacun essayant en quelque sorte de se compléter par l'autre. Ça, c'est quand même une analyse qui est pertinente d'une certaine façon. Cette forme d'équilibrage va être encore plus accentuée lorsque Schopenhauer va passer au deuxième grand genre de considération, donc celles qui sont relatives. Donc je vous rappelle, il y avait des considérations absolues, on vient de les voir, maintenant on passe aux considérations relatives. À la différence des considérations absolues qui sont universelles, les considérations relatives sont individuelles, on pourrait même dire qu'elles sont idiosyncrasiques. L'individu cherchera chez l'autre ce qui lui fait défaut, je cite, « Chacun aime ce qui lui manque, was ihm abgeht ». Fin de citation, page 1302. Alors que les considérations absolues ne créent en l'individu qu'une inclination, c'est, je cite, dans ces considérations relatives qu'il faut chercher l'origine d'un amour vraiment passionnel. Fin de citation, même page. Donc ça c'est très important. La passion augmente en raison du degré d'individuation. Très important. D'autre part, Schopenhauer utilise une métaphore chimique. Les deux êtres doivent se neutraliser comme une base et un acide, afin que dans cette moyenne, le type de l'espèce reste le plus proche possible de sa pureté originelle. Il faut éviter les types physiologiques extrêmes, ou déviés, comme l'androgynie par exemple, ou la gynanthropie. Car il est capital que, je cite, le degré de sexualité masculine de l'un réponde exactement au degré déterminé de sexualité féminine de l'autre. Fin de citation, page 1303.
Aussi, l'harmonie ressentie comme transcendante dans la passion, celle qui peut créer un certain lyrisme, un certain enthousiasme, une certaine folie, eh bien cette harmonie est en fait relative à la possibilité pour le couple, je cite, d'assurer la perfection de l'être à engendrer. Fin de citation. Selon l'avis pessimiste de Schopenhauer, cette harmonie dégénère rapidement après le mariage et peut même se transformer, je cite, en une criante discorde. Fin de citation. Il n'y a pas d'amour heureux, telle est la leçon du pessimisme. L'amour n'est qu'une mécanique dont la fin est la production d'un être qui sera le plus fidèle possible au type de l'espèce. Donc venons-en maintenant à la dernière série des considérations relatives. Il va s'agir en quelque sorte de compenser dans l'autre nos propres faiblesses physiques et de corriger ainsi, je cite, les déviations du type qui existent en lui. Fin de citation, même page. En fait, il s'agit de compenser nous les faiblesses physiques de l'autre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'instinct cible en fait quelque chose qui est un peu comme qui dirait déviant dans l'autre et on va essayer de le compenser. C'est ça. Hein, ça marche en fait dans les deux sens. Ça marche en fait dans les deux sens. Ça marche dans ce sens-là, dans le sens en fait d'une compensation. C'est une compensation réciproque. C'est un principe qui est totalement réciprocable. Donc par exemple, nous chercherons d'autant plus de vigueur musculaire chez l'autre que nous en sommes dépourvus. Les individus de petite taille seront attirés par les grands, les bruns par les blondes, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que le principe est réciprocable complètement. L'effectivité du principe est réciprocable. Parce qu'un principe qui serait réciprocable, ce serait bizarre. Hein. Notons que pour Schopenhauer, la couleur blonde, les yeux bleus et la peau blanche constituent une, je cite, grosse anomalie comme les souris blanches. Fin de citation, page 1304. Une dégénération par rapport au type primitif que l'auteur pense être brun, à peau mate ou noire. Je cite, et ça c'est une citation importante, il n'est pas sorti à l'origine un seul homme blanc du sein de la nature et il n'y a pas de race blanche. Keine weiße Rasse. Fin de citation, et ça c'est à la page 1304. Donc cette remarque, qui est faite en fait par Schopenhauer presque en passant, est très importante pour deux raisons. Tout d'abord, elle est une réfutation par avance de toute tentative d'établir une biologie des races, comme ont tenté de le faire les nazis. Le type primitif est commun, l'humanité contemporaine est une variation sur ce type, et même une dégradation de ce type, voire même une involution de ce type. En second lieu, ce texte montre que Schopenhauer, même s'il refuse Lamarck et Darwin, est quand même obligé d'accepter une forme de transformisme minimal liée aux conditions climatiques et géographiques. Donc il faut noter, là j'ouvre une parenthèse, donc il y a donc bien une évolution humaine, nous évitons ainsi un fixisme intégral qui serait pourtant en fait compatible avec la métaphysique de Schopenhauer, avec la structure de la métaphysique de Schopenhauer. Donc ce qu'il faut noter, c'est ça, c'est que Schopenhauer a étudié Lamarck de près, et que de longs passages de son ouvrage La volonté dans la nature lui sont consacrés, donc à Lamarck. Mais le problème de Lamarck, c'est qu'il est resté un savant, il n'a pas subi, je cite, l'opération de cataracte, fin de citation, que constitue la révolution kantienne. Bon. Pour Schopenhauer, une science sans métaphysique est proprement impossible, donc, car ces deux disciplines se rejoignent en fait. Hein. Le physiologue qui retiendra par contre toute l'attention de Schopenhauer est Cabanis, qui développe dans ses rapports du physique et du moral des vues très proches de celles de notre auteur. Par exemple, dans le 10e mémoire, en faisant l'hypothèse, je cite Cabanis, l'hypothèse d'un instinct universel inhérent à toutes les parties de la matière, instinct qui, plus vague dans ce dernier degré, développe en remontant vers celui qui le suit un commencement de volonté par des choix constants. Fin de citation. Ça, c'est quand même un parallèle entre les deux auteurs qu'il faut noter. Donc, enfin, l'équilibrage qui vaut pour les aspects physiologiques sera aussi valable en ce qui concerne le caractère et le tempérament, donc la psychologie au sens large. Je cite, « Chacun préférera le tempérament opposé au sien, das Entgegensätze fortziehen, mais dans la mesure seulement où le sien est nettement marqué. » Fin de citation, page 1305. C'est dans cette forme de neutralisation, qui doit être encore une fois la plus parfaite possible, que se joue la passion amoureuse. La violence de cette passion sera proportionnelle au nombre de critères qui seront respectés, et il faut aussi garder à l'esprit qu'ici, c'est encore l'instinct qui agit et qui pressent, voilà c'est ça, c'est plus de l'ordre d'un pressentiment, de quelque chose qui n'est pas réflexif finalement. Bon.
et qui pressent la personne avec laquelle l'adéquation en vue de la procréation sera la plus parfaite. La façon dont les nouveaux amants s'observent et se détaillent peut être considérée comme, je cite, la méditation du génie de l'espèce, Genius der Gattung. Fin de citation, page 1306. En vue de la continuation de cette dernière. Donc Cupidon ne saurait avoir d'autre but et surtout pas celui de nous rendre heureux. Cette dynamique explique aussi pourquoi les crimes passionnels ou les suicides sont si communs. L'individuation opère parfois à tel point que la procréation d'un nouvel être avec cette personne-ci, cet individu, devient comme nécessaire. Je cite, « Le vouloir vivre aspire ici à s'objectiver, sous objectivieren, dans un individu bien déterminé, qui ne peut être engendré que par ce père et cette mère. » Fin de citation, page 1307. Mais si des obstacles viennent empêcher cette union, les résultats pour les individus peuvent être complètement catastrophiques, folie, suicide, crime, etc. En fait, il s'agit presque d'une véritable possession. L'individu est possédé par l'aspiration qu'a la volonté de s'objectiver, et cette aspiration infinie peut écraser l'amant si elle ne parvient pas à son but. Ça, c'est très clair. Mais plus paradoxalement encore, quand bien même le but serait atteint, donc n'oublions pas que nous sommes dans le registre de l'amour sexuel, mais de toute façon, c'est Schopenhauer, je ne pense pas qu'il y ait réellement d'autres amours. Donc, quand bien même le but serait atteint, je cite, « Cette grande passion s'éteint par la jouissance, Genus, à la grande surprise, großen Verwunderung, des amants. » Fin de citation, page 1308. Donc, là je termine la première partie, sur laquelle je vais vous laisser. Hors la satisfaction des buts de la volonté, il n'y a rien. Toutes les considérations que nous avons vues, si objectives qu'elles aient l'air pour les amants, sont des leurs, et derrière chacune d'elles se cache le vouloir vivre. L'homme est donc intégralement déterminé par l'aspiration de la volonté. Croyant avoir le choix, il ne fait en fait qu'obéir à une puissance métaphysique dont il n'a presque pas conscience. Donc Schopenhauer déconnecte complètement dans ce chapitre le concept d'amour de celui du bonheur. Ça, c'est une déconnexion qui est quand même importante à penser philosophiquement, je veux dire, c'est clair. Puis voilà, écoutez, donc c'est ça. Donc ça, c'était la première partie. Comme je vous ai dit, on va s'arrêter là parce que je voudrais pas non plus... je suis déjà à plus de 40 minutes, c'est déjà, comme qui dirait, un peu long. Donc je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, à l'heure qu'il est, je serai en train de me bourrer la gueule avec Jérôme et Simon. J'espère qu'ils sont prêts. J'espère qu'ils sont allés se faire greffer un foie rapidement. Et puis, ben voilà, écoutez, on va continuer tranquillement des petites vidéos comme ça. Puis il va y avoir aussi, on va commencer à penser les institutions bientôt. Là, je commence à avoir des idées un peu méchantes que j'ai envie de vous soumettre. Donc, mais on va continuer beaucoup sur l'histoire de la philosophie, sur des choses que j'ai faites et avec lesquelles je me fais plaisir, et avec lesquelles j'espère un peu vous faire plaisir aussi. Donc voilà, ça c'était la première vidéo sur Schopenhauer, la métaphysique de l'amour. Il va y en avoir deux, avec donc deuxième, troisième partie, conclusion, et puis après on passera probablement, alors ça va faire plaisir à Jérôme, en esti, ça on va passer à l'instant chez Platon. On va parler de Platon, mais du point de vue de sa philosophie de l'instant, donc banquet, République, lettre 7, non, banquet, Parménide, lettre 7. Parménide, je m'attaque aux Parménides, les enfants. Réel. C'est chaud quand même, hein. Mais bon, moi j'adore le Parménide. Parménide, c'est toute ma vie, moi, le Parménide. C'est ça, c'est clair. Donc c'est ça, et puis voilà, écoutez, bonne soirée, amusez-vous bien, buvez pas trop, ou buvez trop, faites ce que vous voulez. Mais bientôt, on va commencer à triper institutions, pensée institutionnelle, etc., etc.